Bonjour et bienvenue à ce séminaire avec deux marques, Sauermann et Danfoss, Danfoss et Sauermann, euh, où on va vous parler des chaudières à condensation d'un point de vue radiateur et d'un point de vue chaudière. Donc, nous allons faire ça en deux parties. Une partie, bien sûr, comme ça dure 30 minutes, 15 minutes pour la partie Danfoss et 15 minutes pour la partie Sauermann Pimo. Et par la suite, vous avez moyen de poser des questions. Comme le format est assez court, non pas en direct, enfin en direct en parlant, mais par le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat qui se trouve à droite. Hein, il y a un onglet et on pourra y répondre à la fin. S'il y en a beaucoup, on répondra par email plus tard. Donc voilà. Donc nous allons commencer. Donc normalement, vous devriez voir. Voilà. Donc Philippe Desèvres, donc référent technique, je laisserai la parole tout à l'heure. Et moi, je suis Thierry Aubert, responsable technique d'Enfoss Chauffage. Donc la première partie d'Enfoss. Donc nous allons parler de qui nous sommes. Bonjour. Qui nous sommes. Nous allons parler des chaudières à condensation, la régulation thermostatique, la limitation de débit et les avantages des solutions d'Enfoss. Donc là, je vais commencer cette partie sur les radiateurs et ensuite je passerai la main à Philippe. Merci. Donc Danfoss, c'est une société danoise, donc le siège social est au Danemark. 28 000 employés dans le monde, créé en 1933, c'est une fondation, donc c'est quelque chose de très stable en termes d'organisation. Bien sûr, avec différentes usines sur les différents continents et différentes filiales un peu partout dans le monde. Et donc là, je vais vous parler donc de la régulation pièce par pièce, puisqu'un robinet thermostatique, c'est une régulation pièce par pièce. Ça permet d'avoir la température de confort que l'on souhaite suivant les besoins, les souhaits, donc d'avoir des pièces à différentes températures. Ça, c'est une notion de confort. Et bien sûr, il y a aussi une autre notion, c'est l'économie d'énergie. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les pièces. En général, en France, on ne va pas en trouver dans la pièce principale très souvent parce que si c'est du chauffage individuel avec une chaudière murale ou une chaudière dans une maison individuelle en bas, au sous-sol, on va trouver principalement un thermostat d'ambiance qui est souvent dans le séjour. Par conséquent, dans le séjour, on ne va pas mettre de robinet thermostatique puisqu'on peut pas mettre, on va pas mettre deux régulateurs de température dans la même pièce, il en faut qu'un. Voilà, justement, le thermostat d'ambiance, il faut vraiment le voir comme un complément. Hein. Les deux ont parfaitement des rôles différents. Hein. Autant le thermostat d'ambiance, il faut plutôt le voir comme une horloge, c'est-à-dire qu'il va autoriser le chauffage aux périodes de la journée. Là, vous voyez, il y a 3 périodes de chauffage. Et puis la nuit qui va couper. Donc ça le fait globalement. Mais dans la journée, c'est plutôt les robinets thermostatiques dans chaque pièce. Bien sûr, comme ils auront de l'eau chaude qui va arriver de la chaudière, c'est eux qui vont régler la température. Donc le thermostat ambiance, c'est plutôt une horloge de programmation. La régulation par pièce, c'est les robinets thermostatiques qui l'assurent. Donc, il faut savoir que la réglementation thermique est très favorable au robinet thermostatique. C'est pas un hasard, hein, c'est pas une contrainte. Ça, c'est un produit qui est très peu cher. Hein, le retour sur investissement, il est de 1 ou 2 ans. Donc, c'est pour ça que d'un point de vue européen et en France, donc c'est rendu obligatoire avec des fortes incitations. Hein. Donc, dans le neuf, l'organe de régulation par local est obligatoire. En rénovation, lorsque vous changez de chaudière, c'est une nouvelle réglementation européenne, vous avez imposition de proposer des robinets thermostatiques. De la même façon, lorsque vous changez un radiateur neuf, il doit normalement, obligatoirement, être équipé d'un robinet thermostatique. Et enfin, bien sûr, les certificats d'économie d'énergie qui vont intéresser le client final. Donc, le robinet thermostatique, comment ça marche? Un robinet thermostatique, vous voyez à gauche, vous avez un robinet manuel. À droite, vous avez un robinet thermostatique. Ça fonctionne tout simplement par dilatation, hein, c'est-à-dire que ce que vous voyez en rouge dans le robinet thermostatique, c'est une capsule. C'est un petit peu comme une boîte de conserve avec un accordéon en laiton. Donc, c'est très robuste. C'est pour ça que ça dure très longtemps. Et ça se dilate, donc il n'y a pas de pile. Ça marche 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, ça va fermer la vanne lorsqu'il y a des apports gratuits. Donc, fermer, c'est pas du tout ou rien, c'est progressif. Hein, donc, le radiateur peut être plus ou moins chaud suivant l'élévation de température dans la pièce. Donc, voilà ce que je disais, c'est un soufflet. Vous voyez, souffler, c'est ça. Là, on voit une partie. Voilà, c'est ça qui bouge. C'est comme un accordéon. Ça se compresse. Et donc, il y a un gaz, puisque Danfoss est le seul à faire des têtes gaz sur le marché. On a inventé le robinet thermostatique avec des têtes gaz. Et l'autre partie du marché est principalement avec des têtes remplies d'un liquide. Donc, la tête gaz, bien sûr, étant beaucoup plus rapide. Donc, nous, Danfoss, fabriquons les soufflets, c'est-à-dire le cœur de la tête thermostatique, nous-mêmes.
Ça veut dire qu'il y a d'autres fabricants qui fabriquent pas l'ensemble de leurs robinets thermostatiques. Il y a certains composants qui s'achètent ailleurs. Nous, on fabrique tout. Bien sûr, on a des usines qui font beaucoup de volume et on a les deux technologies, hein, une technologie gaz, une technologie liquide. Bon, la différence, bien sûr, alors la durée de vie, même si là, sur ces présentations, j'indique 20 à 30 ans, je peux vous assurer que, enfin, vous le voyez vous-même sur différents installations en France, vous avez des robinets qui ont facilement 40, 50 ans. Ça arrive très fréquemment des robinets d'Enphos. Donc nous avons les deux, sachant que la plus rapide, bien entendu, ce qu'on appelle le temps de réponse, avec une tête gaz, donc il n'y a que d'Enphos qui a la tête gaz, c'est inférieur à 10 minutes. Une tête liquide du marché, j'ai fait une moyenne, puisque tous les autres fabricants principalement ont des têtes remplies d'un liquide. Le temps de réponse est de 20 minutes. Donc vous comprenez bien que la performance, bien sûr, au lieu d'attendre 20 minutes avant de se fermer, nous déjà, on est fermé 10 minutes avant une tête liquide lorsqu'on a une tête gaz. Donc ça, c'est la performance. Donc nous avons les deux gammes, tout simplement parce qu'il y a une tarification, bien sûr, ou un coût de production qui n'est pas le même. Donc c'est un peu plus compliqué de faire des têtes gaz. Donc c'est pourquoi nous avons deux gammes. Hein, éventuellement, lorsqu'il y a des chantiers avec des gros volumes, on peut tout à fait passer en tête liquide et qui vont offrir un budget un peu inférieur. La tête gaz, l'avantage aussi, c'est que comme c'est rempli d'un gaz, le gaz se dilate plus que du liquide. Donc la course réelle, hein, qu'on appelle une course pour un écart de 2 degrés, hein, on appelle ça XP, la bande proportionnelle va offrir une course qui est beaucoup plus grande sur la tête gaz que sur le liquide. Ça, c'est la particularité. C'est à peu près la course est 50% plus élevée sur une tête gaz. La durée de vie, là je l'ai mis, c'est 50 ans pour certains. Vous voyez là, c'est des photos que j'ai prises moi-même, hein, dans ma ville natale de Chartres, vous voyez. Donc c'est des robinets, ceux-là, ils ont 40 ans. Ils n'ont pas trop souffert parce qu'ils n'étaient pas directement au soleil, parce qu'en fait, on va dire, un robinet va plutôt s'user lorsqu'il est derrière une baie vitrée, il va fatiguer par les UV, je dirais en termes de plastique, mais non pas en termes de soufflet. Encore une fois, le soufflet, c'est 1 sur 10 millions où il y a le gaz qui s'échappe. C'est extrêmement rare. C'est comme une boîte de conserve. Ce sont des têtes très résistantes. En termes de flexion, la tête normale fait 75 kg en termes de flexion. La norme demande que 25 kg, mais pas très exigeante. Nous, on fait des têtes qui tiennent 75. Et il y a des têtes collectivités qui tiennent 110 kg. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube et vous faites d'Enphos flexion, vous verrez une vidéo que j'ai faite où je monte dessus. Moi, je pèse un peu plus de 75 kg. Vous verrez, vous allez voir sur YouTube d'Enphos flexion, si ça vous intéresse. Donc l'équilibrage, bien sûr, ce qu'on veut dans une installation, à gauche, on voit bien qu'il y a des radiateurs qui sont fortement irrigués et en bout de réseau, c'est pas bien irrigué. Ça, c'est tout simplement dû à un déséquilibre. Donc, il n'y a rien qui a été réglé sur l'installation. Ça va engendrer des surcoûts, des températures de retour plus élevées. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les débits soient respectés ou les pressions soient respectées dans chaque radiateur pour que ce soit équitable et qu'on n'ait pas à forcer soit la chaudière, soit la pompe. En gros, quand on ne maîtrise pas les débits, vous voyez que les premiers radiateurs là sont très très chauds en bas, très très chauds. Donc là, on va dire que le delta T est très faible. Et puis plus on monte, plus le delta T augmente. Et c'est bien sûr le dernier radiateur qui est un petit peu chaud mais beaucoup froid dans le bas. Lorsqu'on mélange tous ces débits-là, on va avoir des retours chauds, 65 degrés. Si on est équilibré, on va s'apercevoir que les retours vont être beaucoup plus bas et on va avoir une température moyenne à peu près à 55 degrés. Donc on voit bien qu'il y a un écart. Le gain, lorsqu'on fait l'équilibrage, c'est surtout la température de retour. Chaudière à condensation, lorsque ça condense beaucoup, vous avez beaucoup de vapeur qui sort de la cheminée en hiver. Donc, il y a beaucoup de vapeur sur une chaudière à condensation. On peut penser que ça ne condense pas bien. On va passer, bon, ça bouge un petit peu, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est condenser. Et pour condenser, il faut des surfaces froides. Donc, des surfaces froides, ça veut dire qu'il faut des retours chauds. Alors, lorsqu'on installe une chaudière à condensation qui est exprimée avec un certain rendement, on peut dire on attend un rendement de la chaudière, mais ça, c'est soumis en fait à l'installation. Encore une fois, si vous avez des températures de retour trop chaudes, la chaudière ne va pas condenser, donc vous n'allez pas avoir le gain attendu. Donc, il faut abaisser la température des radiateurs. Je parle de la température de retour, hein, pas la température allée. En fait, il faut augmenter le delta T sur le radiateur. Et ça se fait en limitant le débit. Par exemple, sur un radiateur, là, vous voyez la courbe d'émission d'un radiateur. Vous avez 100% de débit, 100% de puissance avec un régime de 70-50. Ce qu'il faut bien noter, c'est que si jamais on s'amuse ou on dit, tiens, on va doubler le débit, on ne va pas avoir beaucoup de surpuissance. On ne gagne pas tellement de puissance, paradoxalement, mais par contre, on va avoir une température de retour qui est bien trop élevée, et donc là, on dégrade tout de suite, les surdébits vont dégrader la température de retour. Donc, est-ce qu'on limite avec un T de réglage?
je dirais ça, c'était avant. Ça, c'était dans les années, quand je suis arrivé chez Danfoss, dans les années 80, peut-être 70, on le faisait encore. Il n'y a aucune précision avec un tête de réglage, hein. Quand vous ouvrez un quart de tour ou un demi-tour, vous êtes déjà dans les 1000 ou 2000 watts en termes de capacité de débit à passer, donc c'est beaucoup trop. Donc, il n'y a aucune précision. Il ne faut pas vous embêter avec un tête de réglage. Tous nos robinets nous seront après réglage. Donc, vous avez une bague qui est graduée avec 5 positions. Donc, en plus, on peut régler les demi-positions. Et c'est comme ça qu'on va limiter le débit, le passage, plutôt que de le faire sur les têtes de réglage. Par exemple, j'ai pris un radiateur de 1000 watts avec un régime de 70-55. On a un débit théorique de 57 litres par heure. Si on prend un robinet Rhein qui sort de sa boîte, c'est un débit normalisé comme tous les autres fabricants, donc il n'est pas spécialement plus gros. Sans rien faire, en les laissant sur N, c'est nominal, on aurait un débit de 230 litres, 66 degrés de température de retour, donc un delta T très mauvais, puisque là on revient très chaud. Le simple fait de le régler sur la bonne valeur, par exemple là je l'ai mis sur 2 tours et demi, pas 2 tours, position 2,5, pardon, vous avez un 70-56 degrés, donc vous êtes vraiment dans le bon delta T, vous avez la bonne puissance, le bon débit et surtout le delta T. Donc en fait, de limiter le débit, il faut retenir que ça n'a pas trop d'influence sur la puissance, mais surtout sur le delta T. Alors ça peut être fait en termes de delta T par des appareils de contrôle. Là, par exemple, j'ai mis un thermomètre infrarouge de Soermann Kimo qui permet très facilement d'aller mesurer la température d'entrée, température de retour, sans avoir besoin d'avoir de thermostat de contact, par exemple. Donc ça, c'est bien. Le delta T, c'est vraiment essentiel lorsque vous voulez avoir des bonnes températures de retour. Voilà, donc ça, vous voyez bien les différences, tout simplement en réglant. Alors sachez que lorsqu'on regarde les produits Danfoss, nous, c'est livré dans une boîte où on indique les puissances. Bon, très souvent en France, on travaille avec très souvent un delta T de 15 degrés, donc c'est l'échelle du milieu. Vous voyez que si j'avais un radiateur de 800 watts, je me mettrais entre 2 et 3. Alors que si je fais rien, si je l'installe et qu'il sort de la boîte, je suis sur N. Alors ça ne veut pas dire qu'il ferait 4000 watts, mais je serai en capacité d'alimenter éventuellement un radiateur de 4000 watts. Donc là, encore une fois, il est très facile de le régler puisque ça se fait sans outil et lorsqu'on met la tête, le réglage est protégé. Donc c'est un petit peu ballot de ne pas le faire puisque je constate et on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises ou d'installateurs qui laissent encore sur N. Il y a juste un geste à faire, hein, et puis on ne va pas chercher une puissance exacte, hein. Si on n'est pas trop sûr, on va mettre le chiffre qui est un petit peu au-dessus, mais tout de suite, il y aura un impact sur le delta T. L'encoche, c'est-à-dire le repère, il est toujours dans l'axe de la douille, pour ceux qui cherchent où est le petit repère. C'est une encoche là sur la partie laiton. C'est toujours en face de la douille que l'on va voir ce repère. Il existe une application installeur app qui permet donc, lorsque vous avez perdu la boîte, éventuellement par rapport à la taille du radiateur, vous voyez la première figure, selon la taille du radiateur, vous indiquez, et on va vous indiquer le pré-réglage à réaliser, par exemple 3,5, où vous pouvez rentrer les caractéristiques de la pièce en mètres carrés et puis la puissance par mètre carré, ou directement en puissance. Donc cet outil-là, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. C'est un outil très très facile. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un autre webinaire qui doit être sur YouTube, où je fais la présentation de cette application. Donc la tête, vous voyez le pré-réglage dont je parlais sur la bague qui est nickelée à droite. On règle, on tire, on met la valeur en face du petit repère. Et lorsqu'on met la tête, le réglage est protégé. Et ça, c'est intéressant parce que, rappelez-vous, pour ceux qui réglaient des têtes de réglage, si vous avez une maison ou une grande maison avec une dizaine de têtes de réglage que vous allez régler à un quart de tour, un demi-tour, etc., qui empêche ensuite le particulier d'aller ouvrir le petit capuchon et de bidouiller, de mettre tout par terre ce que vous avez fait. Donc l'intérêt, c'est qu'on se fiche du tête de réglage, il sert juste à isoler le robinet. Et le pré-réglage de débit, donc la limitation de débit, la limitation de puissance se fait par cette bague et c'est masqué par le montage du robinet thermostatique. Donc, avec des robinets manuels, ce qu'on peut constater, et en France, on a encore un parc à installer, enfin un parc de robinets manuels qui est très très conséquent. Et on s'aperçoit que donc ça veut dire qu'il y a beaucoup encore de potentiel d'économie d'énergie, mais avec des robinets manuels sur l'installation, on condense que 5% du temps. Et ça, c'est des choses que l'on dit très très souvent à ceux qui choisissent d'investir, des copropriétés, des bailleurs, qui se disent tiens, on va changer la chaufferie, on va changer la chaudière, mais qui ne s'occupent pas du tout du réseau derrière. Ça, c'est un petit peu dommage, puisque quand les températures vont être trop chaudes, on ne va pas exploiter toute l'économie de la chaudière à condensation. Donc, lorsqu'on condense, en particulier avec des robinets auto-équilibrants, c'est une variante de corps de robinet que nous avons, là, on s'aperçoit que les études montrent qu'on va condenser jusqu'à 80% du temps. Donc,
Voilà pour cette partie d'Danfoss. Je vais passer la parole à Philippe, donc qui est un peu plus loin pour des raisons sanitaires, bien entendu. Je vais l'appeler et je vais le convier. Je vais couper la caméra, on va la redémarrer tout de suite. Et il va faire la partie donc Philippe de Sèvres de Sohermann Kimo. Je vais me déplacer puis je vais faire appel à lui. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Philippe de Sèvres. Je suis chef de marché au sein du groupe Sohermann pour la partie instrumentation et pour être très précis, au niveau analyse de gaz de combustion. Je vais me couper la caméra. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Ensuite, on va parler des mesures et réglages sur les chaudières à condensation. On va parler aussi toujours des mesures du CO ambiant. Je vais vous présenter la différente gamme d'analyseurs de combustion. Ensuite, quelques produits complémentaires. On va aussi parler d'évacuation des condensats, puisque comme vous le savez, je pense, Sohermann fabrique des pompes de relevage de condensats. Et ensuite, une petite présentation du service client Sohermann Kimo. Qui sommes-nous donc? Kimo a été racheté par le groupe Sohermann il y a à peu près 5 ans maintenant. Donc Sohermann fabrique des pompes de relevage de condensat. Kimo pour la partie instrumentation. Concernant la partie instrumentation, nous sommes situés à Montpont, en Dordogne. Nous concevons, nous fabriquons, nous étalonnons et nous réparons aussi tous nos appareils. Kimo, donc groupe Sohermann, nous fabriquons des appareils pour mesurer la qualité de l'air, la température, l'humidité, la pression, la combustion, les débits d'air. Et nous touchons 3 domaines, la climatisation, le chauffage et la réfrigération. Donc un petit rappel sur les mesures. On va parler ensuite de différents types de chaudières à condensation, celles qu'on va raccorder sur une cheminée, celles qu'on va raccorder sur une ventouse. Donc un petit rappel sur les mesures. Que doit-on mesurer sur une chaudière à condensation? Différents paramètres, le CO2, l'O2, le CO, les NOx dans certains cas, quand vous êtes sur des chaudières supérieures à 400 kW, les rendements des chaudières, les pertes dans les fumées, les températures de fumée et aussi la pression pour mesurer le tirage. Donc quand vous êtes situé sur une chaudière à condensation raccordée sur un conduit type B, c'est-à-dire un conduit de cheminée classique, l'amener d'air comburant, donc l'oxygène, va être assurée grâce à une ventilation, donc une prise d'air dans la pièce. Quelles vont être les mesures à faire? La mesure du CO ambiant, impérative. La mesure de tirage pour vérifier que ces produits de combustion s'évacuent correctement. La mesure de l'oxygène et du CO2 directement dans les fumées, le CO dans les fumées, la température ambiante de la pièce, les températures fumées. On va aussi calculer le rendement de la chaudière et les pertes. Les NOx, les oxydes d'azote, vont pouvoir aussi être mesurés grâce à un analyseur de gaz de combustion sur les chaudières supérieures à 400 kW. Et on va pouvoir vérifier ces différents paramètres. Et si les paramètres ne sont pas bons, vous allez pouvoir jouer sur la pression du bloc gaz grâce à un manomètre pour pouvoir récupérer justement le bon taux de CO2 sur les chaudières à condensation. Et on va aussi contrôler évidemment les amenées d'air. Dans le cas où vous êtes sur une chaudière à condensation raccordée sur un conduit ventouse, horizontal ou vertical, il va falloir aussi faire quelques mesures quand même. Le CO ambiant, alors certains vont me dire pourquoi mesurer le CO ambiant sur une chaudière ventouse puisqu'elle est dite étanche? Justement, pour vérifier qu'elle soit bien étanche, pour vérifier que ce conduit ventouse est bien étanche, je vous conseille fortement de vérifier tout de même le CO ambiant. Même si la réglementation ne l'impose pas, faites-le systématiquement. La mesure de l'oxygène, du CO2, du CO fumé, de température fumée, c'est important les températures fumées sur les chaudières à condensation, ce qui va permettre de vérifier justement que votre chaudière condense correctement, en vérifiant que les températures fumées ne sont pas trop élevées. Calculer le rendement de la chaudière sur une condensation, c'est très important, puisque justement, si vous avez installé une chaudière à condensation, l'objectif est de faire des économies, donc d'avoir un bon rendement. Les pertes, les NOx, sur la même chose, sur les chaudières supérieures à 400 kW, vous avez besoin aussi de les vérifier. Et on va jouer à nouveau sur la pression gaz, dans ce cas-là, pas l'amener d'air, mais sur la pression gaz pour pouvoir régler le taux de CO2.
Pour information, tous les constructeurs de chaudières à condensation vous indiquent dans leur notice technique quelle est la valeur de CO2 en fonction des puissances à avoir pour pouvoir avoir une bonne combustion. Et chaque fabricant de chaudière vous indique aussi quelle est la pression gaz à régler pour obtenir justement ce bon taux de CO2. La moyenne à peu près sur une chaudière, on va dire domestique, le taux de CO2 varie entre 8,5 et 10% de CO2. Et la pression gaz, on va pouvoir modifier ce fameux CO2. Donc, quoi contrôler et comment régler? Eh bien, sur une chaudière à condensation, même sur une chaudière à condensation fuel, c'est le même principe. On a besoin de contrôler le CO2 impérativement, les températures fumées. Et comment les régler? Eh bien, en modifiant la pression gaz ou la pression fuel. Autre point important, donc, si vous êtes sur un conduit classique cheminée, vous allez faire un trou dans votre conduit de cheminée pour pouvoir y introduire la sonde de l'analyseur de combustion pour mesurer votre combustion. Sur une chaudière à condensation raccordée sur un conduit ventouse, vertical ou horizontal, peu importe. Je vous ai mis ici deux photos qui représentent le coude d'une sortie ventouse ou la partie verticale, peu importe. Sur la photo du haut, on voit deux prises de mesure. Sur le coude, pareil, deux prises de mesure. Vous avez toujours une prise de mesure qui permet, la numéro 2 en l'occurrence, de mesurer l'air carburant, donc l'oxygène arrivant de l'extérieur du pavillon, par exemple, pour alimenter en carburant la chaudière. Ça permet, cette prise de mesure, de vérifier la température de l'air arrivant. Et la deuxième prise de mesure permet justement d'y introduire toujours la même sonde de fumée pour aller mesurer ces produits de combustion. C'est là qu'on va aller mesurer le taux de CO2. Bien évidemment, si votre coude de votre conduit ventouse n'est pas équipé d'orifice, eh bien évidemment, ne percez surtout pas votre conduit, sinon ce sera plus étanche. Donc là, cette mesure peut se faire sur les chaudières ventouses, raccordées sur un conduit, une chaudière à condensation, pardon, raccordée sur un conduit ventouse, uniquement dans le cas où il y a deux orifices de prévus sur la ventouse. La pression gaz, la pression gaz va se régler au bloc gaz. Nous avons chez Solarman deux types de manomètres. Un manomètre qui permet de mesurer des pressions jusqu'à 150 millibars. Donc ça va plutôt être pour les petites chaudières domestiques sur des pressions gaz de 22-24 millibars. Sur des grosses installations, on a aussi un mano qu'on appelle le MP115 qui peut pouvoir mesurer jusqu'à 500 millibars. Donc en l'occurrence, sur des réseaux 300 millibars, c'est parfait. Quel analyseur de combustion utiliser? Ça va dépendre en fait de votre puissance chaudière. C'est-à-dire que pour les chaudières inférieures à 400 kW, un appareil comme le Sika 120 est parfait puisqu'il est équipé de deux cellules, une cellule d'oxygène et une cellule de CO. Grâce à cet appareil, vous allez pouvoir mesurer vos températures fumées, vos taux d'oxygène, vos taux de CO2, vos CO dans les fumées, vos CO aussi, votre CO dans l'ambiance. Et évidemment, il va calculer automatiquement le rendement de la chaudière. Si vous avez besoin de mesurer le NOx, les oxydes d'azote, sur les chaudières supérieures à 400 kW, nous avons chez Solarman un appareil qu'on appelle le Sika 220, qui est équipé comme le 120 de deux cellules, oxygène plus CO, mais on peut aussi y rajouter dessus d'autres cellules, jusqu'à 4 en l'occurrence pour celui-ci, pour mesurer par exemple le NOx. Cet appareil est équipé aussi de ce qu'on appelle une dilution de CO, c'est-à-dire que la cellule CO peut être protégée sur des fortes concentrations grâce à une dilution qui se fait automatiquement. Donc à conseiller fortement sur les chaudières bois et sur la chaudière fuel aussi. On va faire un petit rappel sur la mesure du CO ambiant et un rappel sur la gamme Solarman pour les analyseurs de gaz de combustion. Le monoxyde de carbone, vous le savez, est un gaz inodore, incolore et sans saveur, donc très dangereux. Ici, vous avez un tableau qui vous met les différents symptômes pour le corps humain en fonction de la valeur de CO et de le temps d'exposition. Donc le CO peut être aussi bien dangereux si on a peu de CO dans l'ambiance, mais si on reste longtemps dans la même pièce. Il peut être évidemment mortel si vous avez une grosse quantité de CO dans la pièce en 1 à 3 minutes. Vous voyez, si on a 12 800 ppm, en 1 à 3 minutes, vous pouvez décéder. Donc c'est très important de le mesurer.
Je vais vous montrer maintenant comment faire. Quand une chaudière est placée par exemple dans une cuisine ou dans un logement, ou dans une chaufferie, peu importe, fermez les portes et les fenêtres de la chaufferie, arrêtez les appareils à combustion. Si vous avez une plaque gaz, il faut la couper. Mettre en service la chaudière, attendre à peu près 3 minutes, prendre son analyseur de gaz de combustion, déplacer sa sonde autour de la chaudière, environ 50 cm autour de la chaudière, pendant au minimum 30 secondes, et vérifier la valeur indiquée sur votre écran d'appareil. Si la valeur est entre 0 et 10 ppm, le résultat est considéré comme correct. Si vous obtenez entre 10 et 50 ppm, et c'est peut-être qu'on a un problème de tirage quand on est sur une chaudière cheminée. Et si vous êtes supérieur à 50 ppm, c'est ce qu'on appelle un danger grave immédiat, DGI, arrêtez la chaudière. Donc cette mesure est obligatoire, il faut savoir, sur toutes les chaudières. On doit même, sur les chaudières comprises entre 4 et 400 kWh, reporter la valeur mesurée sur l'attestation d'entretien. Sur cette fameuse attestation d'entretien, le décret qui est sorti en 2009, que vous connaissez tous évidemment, n'impose pas cette mesure de CO ambiant sur les chaudières raccordées sur un conduit ventouse. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mesurez-la quand même, ça permettra de vérifier et de vous rassurer et de rassurer votre client et de vérifier que votre chaudière et votre conduit ventouse est bien étanche. Un rappel des analyseurs de gaz de combustion Swarman, nous avons 3 modèles. Je vous ai présenté tout à l'heure le SICA 120, le SICA 220. Il existe aussi un SICA 320 qui est évolutif et qui permet d'être équipé de 6 cellules. En l'occurrence, l'oxygène, le CO, ça c'est la base de tous les appareils. Le 220, on peut rajouter dessus une cellule de NO, de NO2 ou de SO2, donc jusqu'à 4 cellules. Et le SICA 320, O2, CO, NO, NO2, SO2 et les CXHY, ce qu'on appelle les imbrûlés. Dans tous les cas, ces 3 appareils, vous calculez le rendement de la chaudière et mesurez aussi le tirage. Donc en fonction des pistons chaudière, en fonction des réglementations imposées, localement aussi, des fois ça peut arriver, on a 3 types d'appareils qui peuvent répondre à tous vos besoins. Les produits complémentaires. Nous avons aussi des imprimantes sans fil qui permettent de récupérer le ticket avec toutes les valeurs de votre analyse de combustion. Nous avons aussi une application téléphone qui permet de piloter votre analyseur de combustion et de récupérer toutes les informations et d'éditer directement votre attestation d'entretien grâce à cette application et de l'envoyer directement par mail à votre client. Il existe aussi au sein du groupe Swarman des détecteurs de fuite de gaz, qu'on appelle FG110, des manomètres, comme celui-ci, le MP115, je le rappelle jusqu'à 500 millibars, donc parfait pour les réseaux 300 millibars, le petit SIPM3 jusqu'à 150 millibars, et nous avons aussi des détecteurs de CO, le produit jaune ici à droite, qui est ce qu'on appelle un EPI, équipement de protection individuelle, qui est fortement conseillé pour vous protéger d'intoxication éventuelle de monoxyde de carbone quand vous rentrez dans une chaufferie. Un petit rappel, ce que disait tout à l'heure Thierry. Donc une chaudière à condensation, le principe c'est de la faire condenser. Donc l'objectif est de pouvoir avoir un retour de vos températures de radiateur en dessous de 55 degrés. D'accord ? Si vous êtes au-dessus de 55, 60, etc., vous n'allez pas faire condenser votre chaudière, donc vous n'allez faire que très peu de gain et vous aurez un rendement qui ne sera pas aussi bon qu'on pourrait l'avoir si on a des températures inférieures à 55. Donc en jouant sur les débits, vous l'expliquez tout à l'heure Thierry, les températures de fumée de radiateur vont descendre, les faire descendre en dessous de 55 degrés, on va les faire revenir vers la chaudière et c'est là que la chaudière va condenser. Mais en la faisant condenser, évidemment, nous allons récupérer des condensats. Ici, vous voyez sur la petite photo, on a un tuyau d'évacuation. Vous savez tous, les chaudières à condensation sont équipées d'un petit tuyau pour évacuer ces condensats à l'égout. Mais dans certains cas, la chaudière va se trouver plus bas que l'égout. Donc, il va falloir récupérer ces condensats pour les relever. Donc, nous avons chez Swarman des appareils pour ça. Nous avons déjà en bas à droite le pH-SEF1, qui est en fait une cartouche qui va pouvoir neutraliser le pH. Pour rappel, le pH va de 0 à 14, 7 étant le pH basique, d'accord, 0 étant acide. Donc, sur les chaudières à condensation, on a souvent des pH qui avoisinent les 3 ou les 4. Donc, on peut, grâce à ça, ces cartouches, neutraliser ces condensats pour les rendre plus basiques. Si votre chaudière est située en dessous l'égout,
Il va falloir donc les relever, ces condensats. Et nous avons plusieurs types de pompes de relevage de condensat. La SI 83, la SI 1830, la SI 82 et la SI 1805. En fonction du débit et de la hauteur manométrique nécessaire, il faudra choisir la bonne pompe. Vous avez ici la SI 1830 qui est une pompe de relevage pour les chaudières à condensation fuel, parce qu'elle est un peu plus résistante au niveau acide. On revient sur les appareils de mesure. Comme nous disait Thierry tout à l'heure, il va falloir donc faire condenser sa chaudière. Pour ça, avoir des retours de radiateur en dessous de 55 degrés. Donc, il existe deux types de mesures. Soit avec un thermomètre infrarouge, on va pouvoir mesurer le départ et le retour. Ou nous avons aussi des thermomètres avec deux sondes qui peuvent mesurer directement le delta T. Donc, ça peut se faire sur un radiateur, sur un départ auto dans une chaufferie, ou même aussi aller mesurer le départ et retour sur un réseau de CS. Donc voilà la gamme de thermomètres Kimo Sauermann. En haut, vous avez deux modèles avec des sondes thermocouple. Il existe aussi les mêmes avec des sondes PT100 sur lesquelles on peut raccorder. On voit ici une sonde d'ambiance, une sonde d'immersion, mais on peut rajouter aussi des sondes velcro ou des sondes de contact pour les radiateurs, des thermomètres infrarouges. Et nous avons aussi toute une gamme d'enregistreurs de température qui permet, sur celui-ci par exemple, de raccorder deux sondes, les mêmes types que celle-ci. Des sondes velcro, par exemple, vous allez pouvoir laisser plusieurs jours sur un radiateur, par exemple, pour vérifier les températures de départ et de retour, et de faire un suivi avec un relevé. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Donc, Kimo Sauermann, nous sommes deux divisions. Une division instrument de mesure, une division pompe de relevage de condensat. Nous avons trois grandes régions, avec les numéros de téléphone qui vous amènent directement à l'usine à Montpont. Et ici, donc en termes d'instrumentation, trois grandes régions, ça c'est les téléphones de Montpont, et nous avons une quinzaine de commerciaux itinérants sur la France. Chez Sauermann, il y a trois commerciaux itinérants. Vous avez ici leur téléphone. Vous avez toutes les informations. Nous sommes pile à l'heure, nous avons dépassé de 2 minutes. Nous allons regarder si nous avons quelques questions. Ça démarre là. Oui, il y a beaucoup de questions, c'est bien. Ah, là, j'ai une question. Darwan, quelle est la distance minimale à respecter entre une fenêtre et le refoulement d'un conduit de fumée d'une chaudière à ventouse? La distance est de 40 cm. Vous pouvez avoir toutes ces informations, par exemple, sur les fabricants de conduits de cheminée, des gens comme Poujola, par exemple, ou d'autres. Une autre question. Alors, donc la Thierry, donc d'Infos. Alors, concernant les robinets thermostatiques d'équilibrage, je pense que ça me concerne. De radiateurs, on a souvent un radiateur qui est muni d'un robinet classique pour assurer une circulation permanente sur nos réseaux de chauffage. Il faut donc installer obligatoirement une soupape différentielle. Alors ça, la question du débit mini, autant avant, c'est vrai que c'était systématique lorsqu'on avait des pompes à vitesse fixe. Maintenant, avec les pompes électroniques à vitesse variable, il est de moins en moins fréquent d'avoir besoin de mettre cette bande de décharge. On peut toujours en mettre une, mais comme les vitesses de pompe, on peut descendre très très bas en fréquence, donc en vitesse. Il y a quelques fabricants qui disent, bah non, on peut aller très très bas en débit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que dans une installation, normalement, il n'y a pas de robinet thermostatique là où il y a le thermostat ambiance, et quelquefois il n'y en a pas dans la salle de bain. Je dirais, dans un cas comme ça, moi, avec un circulateur à vitesse variable, moi, je ne mettrais pas de vanne de bypass. Elle n'aura pas trop de fonction parce que les circulateurs peuvent descendre très bas en vitesse. Une autre question d'Erwan. Bonjour, si on a une chaudière à condensation qui est censée être raccordée avec un conduit double pot et qu'elle est raccordée avec un conduit simple pot, quelle est l'incidence? Si elle est sur un simple pot, il va falloir se servir d'une amenée d'air dans la pièce. Je pense que c'est ça la question. Il va falloir se servir d'une amenée d'air dans la pièce pour récupérer cet air comburant, puisqu'il n'y a pas de double pot. On attend d'autres questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Oui, allez-y. De toute façon,
Notre collègue Clément, qui est au marketing, bon, a toutes ces questions, mais vous pouvez aussi donc envoyer des questions ultérieurement par email. De toute façon, elles seront collectées. Euh, une autre question, non? Ou pas? Ouais, attends. La conversation. Une bonne. Ah, je sais pas la fin de la question. Hein. Pour une bonne condensation, peut-être, hein? Ouais. Donc, pour les chaudières à condensation fuel, quelle est la température pour une bonne? Et là, on n'a pas la fin de la phrase. Un bon rendement, Pour un bon peut-être? rendement, peut-être. Ouais. Ah, pour une bonne condensation. Vous me parlez de la température de retour des radiateurs, je suppose. Si c'est la température de retour des radiateurs, c'est comme pour une chaudière gaz. Il y a une petite différence, c'est que les chaudières, ça va être plus difficile en termes de température de retour de faire condenser sur du fioul. Le gaz est plus favorable à la condensation. Donc, bien sûr, on a un gain, mais il est pas aussi énorme sur la condensation. Franck qui nous pose une question. Quel gaz est utilisé dans les cartouches étanches? Ah, donc les cartouches, enfin, ce qu'on appelle dans les têtes thermostatiques, hein, ce qu'on appelle la capsule, le soufflet, donc encore une fois comme une boîte de conserve hein, qui reste étanche pendant des dizaines et dizaines d'années. C'est un mélange d'isobutane. Alors même si la composition exacte, c'est un secret de fabricant, c'est juste une petite goutte hein, que l'on met de gaz liquide, et puis donc il y aura une grosse partie gaz et une toute petite partie liquide, une goutte. Hein. C'est un isobutane, donc en fait c'est un mélange de différents butanes, si vous voulez. Donc voilà. Bah là, la question, quelle est l'influence d'une production OCS sur la condensation d'une chaudière? Bah, tout dépend du montage hydraulique. Parce que là, si on parle d'une chaudière instantanée, on ne maîtrise pas grand-chose. C'est le fabricant de chaudière qui intègre tous ces circuits hydrauliques. Si c'est une chaufferie, il y a des moyens d'abaisser au mieux la température de retour. Donc des fois, c'est sur des installations moyennes d'éviter les bouteilles de découplage ou des choses comme ça qui peuvent réinjecter des débits chauds sur le retour. Mais là, c'est une question un peu difficile à répondre puisque ça dépend de l'architecture de la chaudière. Et si c'est une chaudière murale, bah là, on ne maîtrise pas grand-chose. Mais en général, sur la condensation, vous allez avoir, sur l'échangeur, comme vous rentrez avec de l'eau froide, par exemple, et que la flamme, si c'est chaudière atmosphérique, vous allez avoir des retours relativement froids, puisque l'eau froide, elle est à 15 degrés apparemment, hein, enfin, en général. Hein. S'il n'y a pas de bouclage de CS, ça va être le cas. Alors, question de Jean, quelle est la température idéale de retour sur un radiateur? Il n'y a pas de température idéale parce que sur un radiateur, normalement, si vous savez ce que c'est qu'une courbe de chauffe sur un bâtiment d'ailleurs assez étendu, les lois d'eau où la courbe de chauffe est obligatoire, c'est-à-dire que la température de départ évolue en fonction du climat. Plus il fait froid, plus on envoie de l'eau de l'eau chaude. Donc, si on dit, par exemple, on a un régime en plein hiver de 60, mettons 75, 65. 65, c'est en plein hiver, donc c'est les quelques jours de l'année où il fait très froid. Mais la plupart du temps, quand il fait un temps doux, on va plus être à 65 en retour. Hein. On va être peut-être à 60 ou 55. On va descendre donc en fonction de la saison. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une température idéale. En tous les cas, même si je vous dis en basse température, ce qu'il faut absolument vaincre, c'est les delta T. Donc quand vous avez un petit delta T sur un radiateur, typiquement c'est un radiateur qui est proche de la chaudière, ça il faut corriger. Il faut corriger tout simplement en bridant. Une question de Laurent. Existe-t-il des solutions de mesure température, CO2 des chaudières en temps réel? Si je comprends bien la question, oui, non. Les analyseurs de combustion permettent de faire des analyses de combustion en temps réel. C'est-à-dire que si votre chaudière a des variations, l'analyseur va directement les prendre en compte et vous les afficher sur l'écran. C'est le même principe que quand vous réglez une chaudière, un brûleur par exemple, en modifiant l'amener d'air, ce qu'on appelle l'air primaire ou l'air secondaire, ou la pression gaz ou la pression fuel sur un brûleur, votre analyseur va prendre en compte dès que vous allez faire une modification, bah, votre combustion, votre produit de combustion vont varier, le CO va varier, le CO2 va varier, l'excédent va varier. Tous ces éléments vont être affichés en temps réel sur l'appareil. Après, si cette question, elle est, est-ce qu'on peut mesurer plusieurs minutes, plusieurs heures avec un analyseur de combustion? Oui, certains appareils sont capables de mesurer plusieurs heures sur une chaudière et même faire de l'enregistrement. Donc, nos appareils le font aussi. Quelle est la norme pour les valeurs d'Enox pour ne plus
pour plus de 400 kW. Alors, sur les chaudières au-dessus de 400 kW, il est imposé de faire des mesures de NOx. Il est imposé aussi de faire un calcul de rendement tous les 3 mois. C'est ce qu'on appelle la mesure trimestrielle. Pour les valeurs de NOx, quelles sont les valeurs de NOx? Alors, entre 400 kW et 1 MW, il ne me semble pas qu'il y ait grand-chose de très précis là-dessus. Par contre, dès que vous dépassez le 1 MW en puissance chaufferie, vous êtes considéré sur une chaufferie ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. Et là, le décret a été revu en 2018. Donc à partir d'un mégawatt, de 1 méga à 5 mégas, de 5 à 20 mégas et de 20 à 50 mégas, supérieur à 50 mégas, les valeurs de NOx à respecter, c'est ce qu'on appelle les VLE, les valeurs limites d'émission. Si vous allez chercher un peu sur Internet, je pourrais vous les donner lors d'un prochain séminaire. Nous allons faire ça aussi, un séminaire là-dessus. Vous avez, en fonction des puissances chaudières et du combustible utilisé, on vous indique quelles sont les valeurs de NOx, de CO, d'O2, de CO2 à respecter. Frédéric Simon, quel est le CO maximum pour les chaudières récentes inférieures à 400 kW? Alors, est-ce que vous me parlez bien du CO ou du CO2? Si on parle du CO, pour les chaudières à 400 kW, alors sur la mesure de CO en ambiance, la valeur à respecter, expliqué tout à l'heure, c'est maximum 10 ppm, mais sachez qu'il faut en fait avoir 0 ppm dans l'ambiance. C'est pas normal d'avoir du CO dans une pièce. Maintenant, il est question de la valeur de CO, de monoxyde de carbone, dans les produits de combustion, donc dans les fumées. Il faut savoir que sur une chaudière correctement réglée, il n'y a pas de CO. Le CO est de 0 ppm. Maintenant, on peut autoriser jusqu'à 50, 100 ppm, mais si vous êtes au-dessus de 100, c'est que vous avez déjà une mauvaise combustion. Donc un mauvais mélange combustible et comburant. Attends d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, c'est bien, ça fait déjà un quart d'heure de questions-réponses. Merci à vous. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Une autre question. Erwan, quand vous parlez de 400 kW pour la mesure de NOx, c'est pour une chaudière ou l'ensemble de la puissance des chaudières? Bonne question. Si vous êtes sur une chaufferie, par exemple, équipée de 2 chaudières de 400 kW, la réglementation dit quoi? Que si les 2 chaudières peuvent fonctionner simultanément, donc en même temps, donc on va additionner les 2 puissances chaudières, 400 kW plus 400 kW. Dans ce cas-là, vous allez être dans la réglementation qui est au-dessus des 400 kW, puisqu'on va obtenir 800 kW. Voilà. Si vous avez 2 chaudières de 150 kW et qu'elles fonctionnent en même temps, 150 plus 150, on va être donc sur du 300 kW, donc on va être inférieur à 400 kW. Si par contre les 2 chaudières ne fonctionnent jamais en même temps, on prend la puissance de la chaudière la plus importante. Exemple, une chaudière de 300 kW dans une chaufferie, à côté vous avez une chaudière de 500 kW. Si elle ne fonctionne jamais en même temps, c'est la puissance de 500 kW, donc la plus grosse, qui va être prise en compte. Donc vous allez vous situer au-dessus de 400 kW, donc mesure de NOx. C'est obligatoire. Vous pouvez encore poser des questions, elle est encore là, n'hésitez pas. Enfin, encore une fois, comme le temps s'écoule, merci à vous d'avoir été jusqu'à cette heure avancée, mais donc vous avez toujours moyen de poser des questions ultérieurement. J'ai vu que Clément dans le chat avait mis certains liens, donc là vous allez de toute façon avoir des liens sur ces 2 présentations et nos 2 sociétés, donc n'hésitez pas. Tu vois encore une question? Dans le cadre de la rénovation du château mural, que pouvons-nous proposer pour Alors attends, il faut qu'on... Alors donc dans le cadre de la rénovation d'une chaudière murale individuelle en production ECS et chauffage, plus ou moins 5 radiateurs chez un particulier, que pouvons-nous proposer pour optimiser l'économie d'énergie en plus de remplacer la chaudière? Là, en gros, c'est simple. Hein. La question est-ce qu'il y a déjà des robinets thermostatiques, puisque c'est eux les robinets thermostatiques qui vont apporter, on va dire, les 15-20% d'économie d'énergie par rapport à des robinets manuels. Et c'est vraiment l'investissement le plus simple. Alors, s'il y a des robinets manuels, on profite de l'été pour vidanger et puis on met des robinets thermostatiques. On règle le débit comme je l'ai indiqué.
Moi, c'est ce que j'appelle l'investissement le plus pertinent parce que c'est pas très cher un robinet thermostatique. Et encore une fois, pour le particulier, le temps de retour, il est très bref. Hein. Il n'achète pas une pompe à chaleur à quelques milliers d'euros. Il achète un robinet, voilà, qui coûte moins d'une centaine d'euros en prix tarif. C'est ça. Hein. En plus, bien sûr, de toute façon, il y aura certainement un thermos en ambiance qui, encore une fois, il faut plutôt le voir comme une horloge. Tout ça fait que par rapport à une installation où il n'y a rien, vous avez effectivement 15, 20, voire 25% d'économie d'énergie. Hein. C'est la maîtrise des températures d'ambiance. Alors, question de Mathias, est-ce qu'on peut faire un robinet thermostatique motorisé couplé avec un thermostat mural par radiateur? Alors, je dirais oui, enfin, il y a plusieurs moyens. L'intérêt du robinet thermostatique, c'est que c'est un appareil autonome qui n'a pas de pile, donc il fonctionne tout seul. Chez Danfoss, il fonctionne 40, 50 ans sans changer de pile. Là, il faut savoir que depuis une dizaine d'années, tous les fabricants, donc y compris Danfoss, on est l'inventeur du robinet thermostatique, bien sûr, on a des têtes, ce qu'on appelle les têtes électroniques. Alors, soit c'est une tête électronique qui fonctionne tout le temps, toute seule, avec deux piles, parce qu'on évite de mettre du secteur sur le radiateur, donc il faut une alimentation par deux piles, ou nous avons aussi des têtes électroniques qui sont connectées. Et là, on va pouvoir gérer ça par votre smartphone, par ce que vous voulez. La question de mettre, est-ce que je mets un thermos en ambiance pour piloter une tête? Bah, autant mettre une tête programmable où le programme il est dans la tête. Donc ça me paraît plus simple parce qu'il n'y a pas de liaison filaire à faire. Hein. Donc ça, ce genre de questions, effectivement, on a essayé de répondre à ça quand il y a une vingtaine, trentaine d'années où quand les systèmes radio programmables autonomes n'existaient pas. Mais maintenant, cette fonction est contenue dans la tête. Question de Jean, dans l'application d'Enfos Installer, le calcul de réglage de corps est proposé à 70. Quelle température donc choisir pour optimiser le calcul en condensation? Alors dans l'application d'Enfos, le calcul de réglage. Ah, mais de toute façon, on met ce qu'on veut, on met le régime de température que vous souhaitez. Alors, quand on dit on veut, sachez que quand vous faites une installation de chauffage, vous avez une certaine puissance à engager, mais vous avez le choix du régime de température d'eau. Vous pouvez dire, je travaille à très basse température, donc vous allez acheter des radiateurs un peu plus gros, surdimensionnés, et là, ça vous permet d'avoir la puissance avec le niveau de température que vous avez choisi. Donc, c'est pas nous d'Enfos qui allons dire qu'il faut travailler à 70. Vous avez liberté, si vous voulez travailler à très basse température, de mettre des radiateurs plus gros, ce qui fait que vous allez les alimenter à plus basse température. Mais vraiment, le but, effectivement, c'est toujours d'avoir des températures de retour inférieures à 55 degrés. Donc, éviter de faire des installations à 90, 70, quelque chose qui n'existe plus maintenant. Hein. D'accord? Alors, Olivier, c'est rapport à la combustion. Il est important de prendre en compte la chaleur latente de la combustion. Ça dépend de la question, mais de toute façon, l'énergie qui est contenue dans le gaz, il y a l'énergie sensible et l'énergie latente. L'énergie latente, c'est celle qui est récupérée lorsqu'on arrive à condenser l'eau. Donc, je ne sais pas si votre question c'est ça, mais le fait même de la chaudière à condensation, c'est de capter la chaleur latente qui est contenue dans le combustible. Donc, c'est la chaleur qui est contenue dans la vapeur d'eau. Donc, oui, enfin, condensation dit intrinsèquement chaleur latente. Alors, question de Hervé, si un robinet thermostatique dans la pièce du thermostat mural de la chaudière, si un robinet thermostatique dans cette pièce, il est préférable de régler la température murale à 1 degré de plus que celui de la pièce. Oui, comme je vous ai dit, dans une pièce, il ne peut pas y avoir deux régulateurs de température, donc un robinet thermostatique et un thermostat ambiance, parce que forcément, il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. Et donc, il faudrait absolument neutraliser le robinet thermostatique, en tous les cas, lui empêcher de couper avant que le thermostat ne coupe. Donc, on va régler le robinet thermostatique à une température bien supérieure à celle du thermostat d'ambiance. À la limite, il faudrait essayer de le rendre inopérant en le mettant à 25, quelque chose comme ça, pour pas qu'il vienne couper avant le thermostat. Est-ce qu'il reste des questions? Non, on va peut-être. On a répondu à toutes les questions. Oui, on va peut-être pouvoir clore et pouvoir aller déjeuner au restaurant, n'est-ce pas? Non, ça c'est une blague de 1er avril, bien entendu. En vous remerciant de toutes ces questions qui concernaient nos deux parties, sous Herman Kimo et Danfoss. Merci de votre participation. N'hésitez pas à reposer des questions. Vous allez de toute façon recevoir tous une copie de cette présentation. Si vous avez besoin, si vous avez des idées sur des nouvelles présentations qu'on pourrait vous faire en commun, sur Herman et Danfoss, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer.
c'est le deuxième webinaire que l'on fait comme ça. On en a fait en mois de novembre ensemble. C'est le deuxième. Si vous avez d'autres sujets qui peuvent être communs aux deux marques d'Anfos et Swarman, n'hésitez pas à nous les proposer. Nous les réaliserons avec plaisir. Eh bien, on va vous remercier et puis Merci. vous souhaiter une bonne journée. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt.